Lorsqu'on regarde les étapes d'approvisionnement, en fait, ici, vraiment important de comprendre la chaîne d'approvisionnement du projet. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a le distributeur gaz métro qui achemine le gaz naturel vers l'usine de liquéfaction, l'usine LSR qu'on appelle, à Montréal. À l'usine LSR, le gaz naturel va être liquéfié par gaz métro GNL. Ensuite, ce GNL-là va être acheminé par camion-citerne jusqu'au site d'entreposage. Donc, le projet qui est visé ici, c'est vraiment ce qui est dans l'encadré, l'entreposage et la vaporisation du GNL vers la centrale de TCE pour la production électrique. Au niveau de l'étude d'impact, bien évidemment, l'étude d'impact a été basée sur la directive du ministère qui a été émise le 15 juin 2015. Et cette directive-là indique, dans le fond, la nature et la portée que l'étude d'impact doit avoir pour le projet. Elle vise aussi à identifier et à mitiger les risques environnementaux, les impacts environnementaux dans 3 composantes, donc les composantes humaines, physiques et biologiques. Le tableau suivant vient donner un sommaire, dans le fond, des impacts résiduels lors de la construction. Il faut comprendre que l'étude d'impact a été faite à la fois pour la phase construction et aussi la phase opération. Pour ce qui est de la phase construction, la majorité des composantes de l'environnement qui ont été étudiées démontrent, dans le fond, que l'impact est faible ou très faible. Donc, on parle ici de la faune aquatique et de ses habitats, du réseau routier, du climat sonore, du milieu de vie et du patrimoine archéologique. D'ailleurs, au niveau du patrimoine archéologique, on avait pris un engagement avec le ministère de faire des fouilles pour faire la vérification si le site contenait des artefacts, ce qui a été fait dans une campagne qui a été faite ce printemps, et il n'y a pas eu d'artefacts, donc il n'y a pas d'intérêt archéologique sur ce site-là. Au niveau de la végétation et des retombées économiques, en fait, 2 composantes ont été évaluées moyennes. La végétation, je vais y arriver un petit peu plus tard, et pour ce qui est des retombées économiques lors de la construction, on parle vraiment des emplois qui vont être nécessaires pour faire la construction. Donc on parle en période de pointe d'environ 100 travailleurs qui vont être sur le site à pied d'œuvre pour construire le site. Et on vise une période de construction entre le printemps 2017 et une mise en opération en 2019. Lorsqu'on regarde l'élément végétation, donc la raison pourquoi il a été évalué comme moyen, c'est à cause, dans le fond, d'un milieu humide qui a été formé par l'humain. En fait, c'est comme je vous avais montré dans la photo précédente, le site a été préparé à plus du 3/4 de sa superficie. Et là, ce que vous voyez, c'est une photo du site actuel. Donc, vous voyez qu'il y a un friche arbustif qui a repris depuis 2009. Par contre, le drainage, un mauvais drainage et aussi un mauvais nivelage du terrain ont fait en sorte qu'il y a un milieu humide qui s'est développé de très très faible superficie, donc de 0,18 hectares sur le site. Au niveau des impacts résiduels en période d'exploitation, donc ils sont en majorité tous faibles ou très faibles. Donc on parle ici de la qualité de l'air, des gaz à effet de serre, des eaux de surface, des eaux souterraines et du sol, la faune aquatique et ses habitats aussi, le réseau routier, le climat sonore, la qualité de vie et le milieu visuel. Tous identifiés comme faibles ou très faibles, à l'exception des retombées économiques qui sont évaluées comme moyennes, principalement dues aux employés qui vont être ajoutés sur ce site-là pour être capables d'opérer le site dans l'exploitation. Au niveau des impacts résiduels en période d'exploitation, donc au niveau de la qualité de l'air et des émissions de GES, les émissions de GES qui vont être produites vraiment au niveau du site de Bécancour sont de l'ordre de 1000 tonnes équivalentes de CO2 par année. Ils sont considérés comme faibles puisque la déclaration qui doit être faite par un émetteur est d'environ, pas d'environ, mais de 10 000
tonnes équivalentes de CO2, donc considéré comme faible. Au niveau des eaux usées, générées au site et neutralisées avant rejet, s'il y a lieu, de par le procédé de vaporisation qui va être utilisé. Tout ce qui est sanitaire va être canalisé vers le réseau d'égouts du parc industriel de Bécancour. Au niveau du climat sonore, ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré que l'ensemble des sources sonores étaient en fonction en même temps, ce qui est peut-être peu probable. Mais même en faisant ça, on se rend compte, les conclusions de l'étude d'impact montrent qu'on est en dessous des limites imposées par les codes et les règlements. Au niveau de l'impact visuel, la structure qui va être prédominante est le réservoir de GNL. Donc on parle d'une structure d'environ 25 mètres. Encore une fois, ici, jugée comme faible puisqu'il y a d'autres installations présentement dans le parc industriel qui sont beaucoup plus élevées que ça, dont entre autres la centrale où il y a des cheminées qui culminent à plus de 50 mètres. Au niveau des émissions atmosphériques, en fait, le ministère nous a demandé aussi de considérer les émissions qui étaient produites pour la liquéfaction du gaz naturel à l'usine de Montréal-Est. Donc, en considérant, en fait, ces émissions-là, vous voyez ici un tableau détaillé des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui a été considéré, c'est au niveau de la vaporisation, qui va contribuer à la hauteur de 529 tonnes équivalentes. Au niveau des émissions fugitives, les émissions fugitives sur le site, donc on a utilisé une méthodologie récente pour être capable de déterminer les émissions qu'il y aurait sur le site. On parle aussi de l'évent d'urgence, donc l'évent d'urgence qui va être utilisé principalement dans le cas d'un arrêt d'urgence de la centrale. Donc on a considéré que c'était un scénario qui pouvait survenir une fois par 5 ans. Et le transport du GNL, en fait, de l'usine de Montréal jusqu'à notre site de Bécancour, contribue à la hauteur de 142 tonnes équivalentes de CO2. Et la liquéfaction, qui, elle, va contribuer à la hauteur de 380 tonnes équivalentes de CO2 pour un total de 1350, ce qui est encore faible comme émission atmosphérique. Au niveau des risques technologiques, en fait, chez Gaz Métro, les risques et la sécurité, c'est la priorité. Donc, ce qu'on fait, premièrement, c'est, à partir de l'ingénierie préliminaire, on fait des analyses de risques. Et cette analyse de risque-là nous permet d'identifier les moyens de mitigation qu'on devrait mettre en place. Dans ce cas ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un réservoir à intégrité totale. On dit intégrité totale, pourquoi? Parce que c'est deux réservoirs en un, finalement. Et je vais vous montrer ici sur la photo. Donc, il y a une première cuve interne qui va contenir le GNL. Cette cuve-là, on l'appelle autoportante. Donc, si vous enlevez les murs en béton à l'extérieur, elle sera capable de contenir, de soutenir le GNL qui est à l'intérieur. Et le réservoir en tant que tel est isolé sur ses parois. Et isolé aussi au niveau de la dalle du plancher, ce qui permet de garder le GNL à sa température. Ensuite, l'enceinte externe est en béton armé et le dôme aussi va être en béton armé. Donc, si jamais il y avait une fuite de l'enceinte primaire, du premier réservoir à l'intérieur, cette fuite-là se retrouverait à l'intérieur des parois de béton. Donc, il n'y a pas de possibilité de fuite à l'extérieur de ce réservoir-là. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle intégrité totale. Ce qui est à noter, c'est que cette technologie-là a été choisie et est utilisée dans le monde à plusieurs endroits et il n'y a aucun accident qui a été noté à travers le monde dans ce type de réservoir, donc très sécuritaire. Au niveau des risques technologiques, en fait, on doit concevoir nos installations selon un code qui est en vigueur, le code de design des installations de GNL. C'est un code qui est très strict et qui demande d'analyser certains scénarios de fuite. Et l'ensemble des scénarios de fuite qui doivent être analysés selon ce code-là, les conséquences doivent rester à l'intérieur du site. Donc, on parle de nuages, de nuages de gaz. Le nuage de gaz inflammable ne doit pas excéder les limites du terrain et prendre aussi en considération que ce nuage de gaz-là serait allumé. Bien, la radiation qui serait produite
donc ne devrait pas excéder non plus les limites du terrain à la hauteur de 5 kW par mètre carré. Donc ce que vous voyez ici, c'est un scénario de fuite de 10 minutes que le code exige sur une conduite d'environ 3 pouces et qui est dirigée vers la fosse déportée. Ensuite, on a effectué le scénario normalisé qui est en fait le guide du ministère qui exige de regarder un scénario très peu probable de fuite du réservoir. Et là, ce qu'on prend, c'est qu'on regarde le toit, on l'enlève complètement et on regarde les conséquences. Les conséquences doivent rester à l'intérieur du cercle jaune que vous voyez ici, qui indique une limite de 5 kW par mètre carré. S'il n'y a rien à l'intérieur, s'il n'y a pas de voisinage à l'intérieur de ce cercle-là, il n'y a pas de nécessité de faire d'analyse de sécurité supplémentaire. Ce qui est le cas ici, donc pas de voisinage sécuritaire. Au niveau du scénario alternatif, c'est un scénario qui est utilisé pour le plan de mesure d'urgence. Donc le même scénario que je vais présenter au départ, et ce scénario-là a été présenté au comité mixte municipal et industrie, donc le CMMI ici, et va faire part, dans le fond, ça va faire la base de notre plan d'intervention d'urgence. Encore une fois, ici, ce qu'on dénote, c'est qu'il n'y a pas de conséquences à l'extérieur du terrain. On a regardé aussi les effets que pouvaient avoir d'autres industries sur la nôtre et la nôtre sur d'autres industries, ce qu'on appelle les effets dominos. Et comme on peut le constater dans notre étude d'impact, il n'y a aucun impact, en fait, aucun effet domino pour nous vers les autres industries et les autres industries vers notre site. Donc, au niveau des bénéfices et de l'impact économique, en fait, c'est principalement les bénéfices du projet. Un impact économique assez intéressant. On parle d'un investissement à la Régie d'énergie de 75 millions. Et c'est des coûts beaucoup plus avantageux qu'une solution équivalente. Donc, pour Hydro-Québec, ça représente un coût d'environ 55 $ par kWh. Donc, ce qui se retrouve à être environ 2 à 3 fois moins cher qu'une solution équivalente. Au niveau des retombées locales, on escompte environ 30 à 50 % de notre investissement de 75 millions, qui vont être en retombées ici localement. Et on parle des 100 travailleurs en période de pointe qui vont être afférés à la construction. Pendant la période d'exploitation, on envisage environ 10 employés, soit permanents et saisonniers, qui vont opérer le site. En plus des ajouts au niveau des employés pour la centrale PCE, pour être capable de fournir ce service-là à Hydro-Québec. On parle aussi d'un retour de taxes au niveau de la ville. Lorsqu'on regarde l'échéancier du projet, l'ingénierie préliminaire a été effectuée. On est en processus d'autorisation présentement et on vise à obtenir des autorisations pour la fin de l'année 2016. Et ça va nous permettre de se mobiliser sur le site au printemps 2017 et éventuellement faire notre ingénierie détaillée et aussi une mise en opération pour décembre 2019. Voilà, ça complète, M. le Président. Merci. Je vous remercie, M. Saint-Pierre. Alors, comme je l'avais dit au début, on va prendre une pause de 15 minutes. Vous pouvez vous inscrire si vous avez des questions et on va reprendre en vous appelant dans l'ordre des inscriptions. Alors, dans 15 minutes, à moins 25.